Les techniques promotionnelles vont tenter de promouvoir les nouveaux produits, de stimuler les ventes pour en assurer la croissance ou de les relancer s'il arrive à maturité, et enfin d'écouler des stocks d'un produit en déclin, défraîchi, obsolète ou arrivé en fin de saison, par le biais d'offres temporaires souvent liées à de la publicité ou des mises en avant sur le lieu de vente. Or, pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, le Code de commerce et celui de la consommation ont supprimé les anciennes réglementations de ces différentes techniques pour laisser place à un principe général de loyauté. Ainsi, l'obligation de gratuité pour les jeux et concours a-t-elle globalement disparu, et ceux-ci peuvent être conditionnés désormais à un achat. Les échantillons, cadeaux et quantités supplémentaires sont maintenant considérés comme des ventes avec prime, qui ne sont globalement plus plafonnées à un pourcentage du prix du produit principal ou à un prix plafond. Les lots ne doivent plus nécessairement être vendus également à l'unité, etc. La loyauté consiste dès lors à répondre aux attentes légitimes de l'acheteur, qui ne doit pas être induit en erreur sur la réalité effective de l'offre promotionnelle. Les rabais consentis doivent être réels, les lots mis en jeu doivent exister, les remboursements différés effectués, etc. Sous peine d'être condamné pour pratiques commerciales trompeuses, les amendes pouvant être portées à 10% du chiffre d'affaires annuel ou 50% des dépenses publicitaires engagées, sans oublier les peines d'emprisonnement éventuelles. Il est à noter que ne seront pas abordés ici les problèmes liés à la PLV et aux mises en avant qui ressortent plus des réglementations sur la sécurité des lieux de vente ou sur la publicité. Néanmoins, certaines pratiques méritent d'être abordées comme les opérations promotionnelles sur les prix, et notamment les soldes, qui sont soumis à un double étiquetage par rapport à un prix de référence, soit sur le produit lui-même, soit par affichage distinct si les taux sont uniformes et les produits bien identifiés. La loyauté résidera dans le fait de pouvoir justifier du prix de référence dont la réglementation a disparu. Il peut s'agir alors du prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, du prix le plus bas pratiqué antérieurement ou du prix pratiqué par la concurrence sur une période donnée, etc. La loyauté nécessite également de disposer d'un stock à écouler, les opérations de réassortiment étant interdites un mois avant les soldes, et de respecter les périodes fixées par le ministre de l'Économie. Mais en dehors de ces périodes, les promotions des prix restent bien sûr possibles, quelle qu'en soit la nature et le mode d'expression, mais en respectant toujours l'obligation de double étiquetage et de justification de l'effectivité de la réduction consentie. S'ajoutent dès lors à la pratique commerciale trompeuse des amendes administratives liées à l'obligation d'étiqueter correctement les prix à l'occasion des ventes en magasin ou à distance, sur Internet notamment. Le montant de réduction est d'ailleurs réglementé, car globalement il est interdit de revendre à perte à un consommateur. Cette revente à perte se calcule en fonction d'un seuil qui tient compte de différents facteurs, comme le prix unitaire facturé hors taxe par le fournisseur au distributeur, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'achat du produit, les frais de stockage, de manutention, de douane, etc., dont les frais de transport, la marge proprement dite, et la TVA qui s'ajoute enfin pour former le prix au public. Néanmoins, essentiellement dans la grande distribution, les distributeurs et fournisseurs se sont entendus lors des négociations annuelles sur des avantages financiers supplémentaires facturés et réglés après la vente, comme des remises conditionnées
à des volumes de vente ou des objectifs de vente, des avantages liés à la réalisation de prestations de coopération commerciale, comme des mises en avant, des dégustations de produits, de la PLV, des encarts publicitaires, etc., ou des escomptes pour paiement comptant. Ces avantages étant facturés au fournisseur ou payés par ce dernier au distributeur après la vente, ils en augmentent la marge après coup, d'où l'expression marge arrière. Tous ces éléments sont pris en compte dans le calcul du seuil de revente à perte, en dessous duquel le distributeur ne peut revendre un produit au consommateur final. Il s'agit du prix facturé, minoré des avantages financiers consentis et majoré des taxes et du prix du transport. Néanmoins, cette interdiction de revente à perte est levée dans certains cas, dont les soldes et les produits alimentaires qui viendraient à se périmer. Le non-respect de l'interdiction est bien évidemment sanctionné. Mais au-delà de cette interdiction, l'ordonnance de 2018 sur l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie prévoit un plafonnement des promotions à 34% du prix final, ou de la quantité augmentée en volume par rapport au conditionnement habituel sans augmentation de prix. Enfin, la communication sur l'offre promotionnelle doit indiquer sa durée de date à date ou dans la limite des stocks disponibles. Attention, car en cas de cumul des deux mentions, les juges ont tendance à imposer le respect des dates, ainsi que les restrictions éventuelles, comme par exemple le nombre de produits achetés, ou le fait que la promotion soit réservée à une clientèle, par exemple les porteurs de cartes de fidélité. Quant à l'annonce promotionnelle, elle peut être faite de différentes façons, dont les mentions prix anniversaire, prix en baisse, etc. Attention là encore à ne pas induire le consommateur en erreur et ne pas utiliser le mot gratuit pour les denrées alimentaires, ce qui est passible d'une amende administrative de 15 000 €. Quant aux coupons, bons de réduction ou d'achat et primes autopayantes, il s'agit de documents édités ou figurant à même le produit qui doivent comporter des mentions obligatoires. L'identification complète de l'annonceur ainsi que de l'imprimeur, les mentions habituelles, le nom commercial, la forme juridique, le capital social, leur adresse de siège social et leur numéro RCS, ainsi que la durée de validité du coupon et les éventuelles restrictions d'utilisation, comme par exemple le fait de réserver le coupon à un seul par foyer, sous peine d'amende délictuelle. Enfin, pour terminer cette vidéo, rappelons que les concours, où le gagnant fait preuve d'un talent ou d'une habileté quelconque, et les jeux, où le gagnant est désigné par le hasard, sont libres pour assurer la promotion d'un produit ou d'une organisation commerciale, à la condition de respecter l'obligation de loyauté. La nécessité de recourir à un huissier disparu, ainsi que celle d'élaborer un règlement ou bon de participation. Néanmoins, il est recommandé de s'y plier au regard de l'exigence de loyauté et des recommandations de l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, afin de s'assurer du bon déroulement des opérations. Absence de trucage, absence de partialité dans la désignation du gagnant, disponibilité du lot, etc. Reste que le principe des loteries reste interdit. Ce sont des opérations qui font naître l'espérance d'un gain en contrepartie d'une somme d'argent avec l'intervention du hasard. Or, seules les organisations ayant une dérogation de l'État, la Française des Jeux ou les casinos en ligne, peuvent les organiser, ainsi que les forains ou ceux qui disposent d'une autorisation préfectorale au profit d'associations de bienfaisance, d'encouragement du sport ou des arts. D'autres exceptions existent, mais toutes excluent le caractère commercial à l'opération,
à moins d'assurer la gratuité totale de la loterie. C'est pourquoi les jeux télévisés doivent rembourser les frais de communication sur demande sous peine de sanction. À l'occasion de ces jeux et concours, il est souvent collecté les données personnelles des participants. Il conviendra alors de respecter le RGPD sur laquelle, par ailleurs, il existe une autre vidéo en 2 parties.